Bienvenue au Parc Phénix pour les rencontres humains et cétacés 2019. Donc cette deuxième édition organisée dans le cadre du projet Interact, donc financé par la Fondation de France et du programme TURSMED financé par l'Agence française pour la biodiversité, abordera aujourd'hui les enjeux liés aux interactions entre cétacés et activités humaines. Donc je souhaite tout d'abord remercier chaleureusement tous nos partenaires qui ont permis l'organisation de cet événement, la Fondation de France, l'Agence française pour la biodiversité, le ministère de la Transition écologique et solidaire, la ville de Nice, la métropole Nice-Côte d'Azur, le Parc Phénix, le Sanctuaire Pélagos et BioViva. Et un grand merci à tous les intervenants et à vous tous pour votre présence et votre participation aujourd'hui. Donc je passe la parole à monsieur Bernard Baudin, adjoint au maire de la ville de Nice, et par la suite, Madame Costanza Falvili, secrétaire exécutive du Sanctuaire Pélagos, donc viendra vous parler un petit peu du sanctuaire. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci. Bien, écoutez, à mon tour, permettez-moi de vous accueillir, mesdames et messieurs, dans ce magnifique parc Phénix, qui est un petit peu notre fleuron de la ville de Nice, puisque nous avons 7 hectares. Vous avez vu sa situation en plein cœur de Nice, tout près de l'aéroport, avec aujourd'hui des moyens de locomotion en site propre. Et donc ce parc Phénix qui existe depuis plusieurs décennies maintenant est un lieu à la fois pour les enfants, les jeunes enfants, mais aussi pour les adultes. C'est un parc floral, c'est un parc zoologique avec 2500 espèces florales, avec 2000 animaux répartis en 70 espèces. Et c'est un parc qui connaît un succès grandissant. Cette année, nous avons une augmentation de plus de 22% du nombre de visiteurs. Pourquoi ? Parce que le parc Phénix se développe, et puis aussi parce que le maire a voulu mettre en place un projet extraordinaire qui est celui de la ligne 2 du tram. Il y avait une ligne 1 nord-sud, et maintenant il y a une ligne 2 ouest-est, c'est-à-dire qui part de l'aéroport et qui, le 15 décembre, va rejoindre le port de Nice. C'est-à-dire qu'on fera ce trajet globalement en 25 minutes. Donc, cela a généré chez nous la volonté d'avoir un arrêt Parc Phénix. Et vous l'avez vu quand vous êtes arrivés, donc avec cette nouvelle porte magnifique. Et donc, forcément, il y a un attrait supplémentaire. C'est un parc qui accueille énormément de visiteurs, qui accueille de nombreuses expositions, qui accueille de nombreux colloques, et je suis très heureux de recevoir aujourd'hui, puisqu'en plus c'est mon parc, puisque je suis adjoint aux espaces verts et parcs et jardins de la ville. Donc parmi les 164 parcs et jardins de la ville de Nice, c'est vraiment le fleuron. Alors j'ai un petit peu regardé votre association que je ne connaissais pas, GIS 3M. Donc j'ai vu que votre objectif et de favoriser la synergie des compétences dans le domaine de la recherche sur les mammifères marins de Méditerranée, en permettant notamment de fédérer les chercheurs, les spécialistes pluridisciplinaires, ainsi que les moyens matériels et financiers de projets de recherche collaboratifs. J'ai toujours un grand plaisir à me rendre dans ces manifestations, et notamment sur les problèmes marins, parce que c'est aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, et il est utile de montrer, notamment aux jeunes enfants, tous les dégâts qu'il y a dans notre mer Méditerranée, puisque nous y sommes là. Mais je peux vous assurer que l'année dernière, il y avait un colloque à Villefranche où ils ont montré des cétacés, ont montré des dauphins, notamment cet animal emblématique pour les enfants qui était mort étouffé par des kilos de plastique. Je crois que les enfants qui étaient là avaient été profondément marqués. Je l'ai été moi aussi lorsque cette année la préfecture maritime a organisé
un colloque sur les problèmes posés par les ancres sur la Posidonie. Et là encore, j'ai appris beaucoup de choses parce que je n'imaginais pas à quel point le nombre de bateaux, que ce soit de bateaux de plaisance, notamment, qui augmente chaque année chez nous, eh bien, occasionne des dégâts considérables sur les fonds marins. Donc, vous avez organisé ces rencontres. La première, c'était à Marseille. Aujourd'hui, vous êtes venus à Nice. On est un peu chauvin, on dit que Nice, c'est mieux que Marseille. Mais je suis vraiment très content de vous recevoir dans ce parc et je souhaite que vos 2 journées soient fructueuses. J'ai vu que demain, c'était une journée portes ouvertes. Donc là encore, vous verrez qu'il y aura beaucoup de monde qui vient. En plus, vous avez vu qu'il y a, ce sera de nuit, où ce sera magnifique, mais on voit déjà toutes ces lanternes chinoises qui sont là, qui vont être mises en place, qui sont mises en place à partir de ce soir, 18h, jusqu'à la fin février. C'est-à-dire décembre, janvier, février, 3 mois. 3 mois avec véritablement un succès. Le Jardin des Plantes à Paris connaît un succès fou lors de ces festivals des Lumières. Et là, ce sont des équipes chinoises qui ont travaillé déjà depuis plus d'1 mois pour préparer. Vous avez vu, je pense, et vous aurez l'occasion de le voir, de le visiter 2 jours. Ça nous met en vision le travail qui est fait. Alors, ces moments contribuent à faire de notre ville un territoire engagé sur les questions environnementales. Et vous avez cité la métropole dans vos partenaires. La métropole de Nice-Côte d'Azur est particulière. Elle est particulière pourquoi? Parce qu'en général, les métropoles sont longitudinales. Nous avons une métropole de manière verticale, c'est-à-dire la métropole de Nice-Côte d'Azur part là où nous sommes, de la baie des Anges, du bord de mer, et monte jusqu'au plus haut sommet du Mercantour. C'est-à-dire que le col le plus haut d'Europe, le col de Restefond, à 2880 mètres, fait partie de la métropole Nice-Côte d'Azur. Ça veut dire qu'il y a 49 communes avec des paysages différents, avec des biotopes différents, avec une biodiversité différente. Donc, là encore, c'est une métropole particulière et les problèmes de biodiversité se posent peut-être beaucoup plus que dans d'autres secteurs. Alors, toutes les splendeurs naturelles ne doivent pas occulter la réalité des risques auxquels notre territoire est soumis. Devant ce défi que représente la préservation de l'environnement, une mobilisation de chaque strate à chaque strate de notre société est absolument indispensable. L'activité de plaisance, les activités portuaires ont une influence non négligeable sur le milieu marin, sur la qualité des eaux et donc sur les animaux qui vivent dans notre belle Méditerranée. Les déchets toxiques. Les déchets toxiques, c'est un problème, vous le savez, considérable. Et lorsque nous avons été élus en 2008, la volonté de notre maire a été de s'attaquer immédiatement à ces déchets, à ces produits toxiques. Et nous avons mis en place un 0 pesticide sur toute la ville de Nice. 0 pesticide, que ce soit dans tous les jardins, dans tous les espaces publics, bien entendu sur le privé, nous incitons, mais il y a quelques malins qui continuent à en mettre, mais sur tous les espaces publics, plus aucun produit toxique, plus aucun pesticide, sur les cimetières par exemple aussi. Ça a été un travail énorme parce qu'il a fallu faire passer cette nouvelle culture, parce que les Niçois, comme les autres habitants d'autres villes, lorsqu'ils voyaient au pied d'un arbre des repousses d'herbe, eh bien, qu'est-ce qu'ils disaient? C'est mal entretenu, c'est pas bien. Aujourd'hui, ils ont compris que lorsqu'il y a une végétation au pied des arbres, eh bien, c'est parce que, justement, il n'y a pas de produits de pesticides
sur ces pieds d'arbre. Donc là, on est en train de gagner une bataille que nous avons voulu et que nous continuons à mettre en place. Quand je parle aussi des piles, ce qu'on a trouvé l'autre jour, il y a eu dans le port des plongeurs qui ont fait une opération de nettoyage et qui ont remonté des piles, des batteries, des huiles de vidange, des solvants acides, des matières plastiques, de la résine, des pots de peinture usagés. Donc, vous voyez, il y a encore beaucoup de travail à faire et je pense que des associations comme la vôtre sont véritablement sur le bon chemin et nous incitent encore plus, parce que je vois beaucoup de jeunes, cette nouvelle génération qui est beaucoup plus sensibilisée qu'elle ne l'était il y a 40 ans, et donc je vous en remercie. Moins visibles, mais tout aussi nocives, sont les pollutions qui proviennent des effluents, les eaux de carénage, les eaux usées, les eaux pluviales, qui se déversent directement dans le port. Face à ce constat, avec toutes les autorités concernées, nous avons adopté une démarche commune visant à encourager toutes les opérations qui concourent à l'amélioration de la qualité environnementale de nos ports. Et je siège au Conseil portuaire ici, je puis vous assurer qu'il y a vraiment actuellement un gros travail qui est fait, qui ne l'était pas il y a seulement une dizaine d'années. Le défi est lancé aux professionnels du nautisme, aux gestionnaires, à l'ensemble des acteurs de la filière, et donc en fait, c'est pour parvenir à créer un écosystème totalement vertueux, depuis le tri des déchets aux escales, ou le recyclage des fluides, jusqu'à celui des navires abandonnés, ou la restauration écologiquement responsable des bateaux. Nous avons conscience que la mission de la filière n'est pas simple, mais nous pensons que le développement du yachting et des croisières ne sera véritablement au rendez-vous que si les enjeux environnementaux sont mis au cœur de nos préoccupations et guident nos démarches. Avec Christian Estrosi, notre président de la métropole, nous nous sommes positionnés en tant qu'acteurs et co-responsables avec cette volonté d'efficacité, d'exemplarité. Les 49 maires de la métropole ont eu également une volonté écologique, ils ont un bilan et ils ont un plan d'action. Nous avons tous une conviction. Notre pays part de tellement loin que rien ne se fera dans la brutalité, dans la sanction systématique. Nous voulons avancer avec les citoyens, avec des dispositifs incitatifs plutôt que punitifs au départ. Nous sommes sur de la pédagogie et du volontariat plutôt que sur de l'obligation. Nos actions sont très nombreuses et s'inscrivent dans une stratégie globale. Développer le territoire tout en le protégeant et le préservant. Ce combat pour l'environnement, c'est vital. J'étais hier à une réunion qui est différente sur le bien-être animal et il y avait Alain Bougrain-Dubourg qui a fait une introduction remarquable sur la biodiversité et qui nous a présenté l'état de la biodiversité aujourd'hui. Eh bien, je vous assure que quand vous écoutez ces chiffres, c'est effrayant. Tout simplement, le nombre d'espèces qui ont disparu, et le monde marin, c'est cela aussi. C'est cela aussi, les pêcheurs on n'en a pratiquement plus. Sur Nice, je crois qu'il n'y a plus que 2 pêcheurs professionnels. Pourquoi? Eh bien, parce que le poisson a diminué. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde en a pris conscience. Et de créer, et là je salue, il devait venir la directrice de Pélagos. Donc, vous êtes là. Eh bien, le programme Pélagos est absolument remarquable. C'est un programme, moi j'ai participé, notamment il y a 7-8 ans, à plusieurs conférences là-dessus, et c'est un programme absolument exceptionnel.
programme international et je vous félicite encore une fois parce que là, c'est un exemple concret de ce qu'ensemble, nous pouvons faire. Alors, ensemble, nous pouvons réussir. Donc, encore une fois, je voudrais vous remercier de cet engagement que les uns et les autres, vous avez dans cette association, autour de cette association. Continuez sur cette voie, ouvrez la voie, donnez l'exemple, et je pense qu'on réussira ce pari. Merci à tous. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup Hélène. Merci beaucoup Monsieur Baudin, adjoint au maire de la ville de Nice, pour votre confiance. D'ailleurs, je souhaite vous remercier aussi pour les activités que la ville de Nice, dont vous en avez parlé tout à l'heure, mène au sein du sanctuaire Pélagos, parce qu'elle est au cœur du sanctuaire Pélagos et dans les cadres de la charte de partenariat Pélagos, en tant que signataire de la charte de partenariat. Merci beaucoup. Merci pour l'accueil au Parc Phénix. Je vais continuer j'ai commencé avec les remerciements, je vais continuer par les remerciements. Je souhaite remercier donc les organisateurs des rencontres de cette deuxième édition et donc les JIS3M et en particulier Hélène Labac et ses collaborateurs pour nous avoir invités. Je souhaite profiter donc pour vous transmettre les salutations de Monsieur le Président de l'accord Pélagos, Monsieur Cyril Gomez, directeur général du département de l'équipement, de l'environnement et de l'urbanisation de Monaco, qui malheureusement ne pourra pas être avec nous aujourd'hui. Donc merci pour cette invitation. Je souhaite aussi dire juste quelques mots sur l'importance de cette rencontre annuelle. Nous sommes à la deuxième édition. Je trouve que c'est une occasion spéciale pour faire rencontrer donc les professionnels et les acteurs du milieu marin avec ce qu'on appelle le grand public. Donc le grand public est formé par des passionnés, il est formé par des personnes qui sont de plus en plus curieuses vis-à-vis des enjeux et des problématiques environnementales. Et donc je considère cette rencontre comme une occasion spéciale pour créer un espace d'échange, une plateforme physique, heureusement physique, afin que les uns puissent être inspirés par les autres. Parce que parfois, en travaillant dans ces milieux, on voit les aspects techniques de très près, mais avoir un regard un peu plus, on va dire, différent, ça peut nous aider. Donc je suis sûre qu'à la fin de ces 3 journées, nous partirons avec tout le monde, pourra partir avec des nouveaux éléments. Et je souhaite aussi remercier les organisateurs parce qu'ils ont une approche à 360 degrés de cet événement. C'est un événement donc qui se nourrit des débats, qui se nourrit des présentations des résultats scientifiques, mais aussi des jeux pour les enfants, pour les plus petits, et de l'art, donc photographique, musique, cinéma, si je ne me trompe pas, art vivant. Et donc, c'est un événement qui souhaite parler à tout le monde, qui souhaite parler à tout type de sensibilité. Et je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu est vraiment là, arriver à parler à tout le monde. Je vais commencer avec une très brève présentation du sanctuaire Pélagos, parce que le temps que j'ai à disposition est limité. Donc, le sanctuaire Pélagos est né il y a 20 ans par la volonté des 3 pays membres, la France, l'Italie et la Principauté de Monaco, qui ont décidé de créer cet espace afin de protéger les mammifères marins et leur habitat des menaces anthropiques et des menaces qui pouvaient peser sur ces espèces, sur les 8 espèces régulièrement observées dans cette vaste aire transfrontalière, 87 500 km², c'est-à-dire les 3,5% de la Méditerranée, avec un lignée côtier de 2022 km et 241 communes qui bordent le sanctuaire. Donc, le sanctuaire s'étend de la presqu'île de Giens et jusqu'à la fin de la région Toscane en Italie, et elle inclut la Corse, bien sûr, et le nord de la Sardaigne. L'accord
Pelagos a été signé en 1999 à Rome et il est entré en vigueur en 2002. Il est également une zone pilote de la COBAMS, donc j'imagine que plus ou moins, voilà, aujourd'hui peut-être les grands publics arrivera plutôt demain, donc je ne vais pas parler plus, je vais pas dire plus que ça. Et en Méditerranée, bien sûr, il est la seule aire marine protégée internationale dédiée à la protection des mammifères marins. Et elle est également ASPIM, donc aire d'importance spécialement protégée d'importance méditerranéenne de la Convention de Barcelone. Qu'est-ce qui a fait que les trois pays, France, Italie et Monaco, ont décidé de créer ces sanctuaires? Suite à des événements graves, des prises accidentelles dans les filets de pêche dans les années 80, les autorités ont été alertées par des organisations non gouvernementales, par des associations et par des clubs de services. Et après 10 ans, l'accord Pelagos est né, a vu la lumière et son objectif, nous le retrouvons dans l'article 4 de l'accord, c'est celui de garantir un état de conservation favorable de mammifères marins, comme je vous ai dit tout à l'heure, en les protégeant, ainsi que leur habitat, bien sûr, des impacts négatifs, directs ou indirects, des activités humaines. Donc, quelles sont les espèces qui sont concernées et directement concernées? Nous les connaissons tous, peut-être. Voilà. Je vais juste dire quelques mots. Donc, les dauphins bleu-blanc, qui est assez commun et présent dans les sanctuaires. Les dauphins communs, qui au contraire n'est pas commun du tout. Les grands dauphins, qui est une espèce pélagique, donc c'est ce qu'on connaît pour être les flippers pour les grands publics. Les grands puces, qui a des marques blanches, les globicéphales noirs caractérisés par son melon noir, les iphus et les cachalots qui sont des grands plongeurs et qui peuvent rester à des grandes profondités jusqu'à 1 heure sans respirer, et le rorqual qui peut peser 70 tonnes et faire 20 mètres. Donc, c'est vraiment l'espèce symbole du sanctuaire. Et le rorqual, il se nourrit de krill à travers ses fanons. Donc, ce sont les espèces principales régulièrement observées, comme je disais tout à l'heure. L'enjeu, le but de l'accord est celui de les protéger par des menaces. Les menaces telles que la pollution, les bruits, donc la pollution acoustique, les collisions que nous rappelons toujours être la première cause de mortalité non naturelle pour les grands cétacés, la pêche, donc les captures accidentelles et la déprédation, les perturbations intentionnelles que, suite au développement des activités de whale watching, ont subi une augmentation. Il est important que les activités de whale watching se développent dans un cadre, et notamment il y a un label, le label High Quality Whale Watching, qui est rendu opérationnel par l'association Souffleurs de Cume ici présente, et des propriétés de la COBAMS développées en partenariat avec l'accord Pelagos. Et bien sûr, il y a aussi la problématique des changements climatiques. Donc, ce sont des problématiques qui ne sont pas, qui ne dépendent pas du sanctuaire Pelagos en tant que tel, mais qui sont de plus large envergure, on va dire, et qui pour les sanctuaires peuvent produire une réduction du krill et donc les déplacements des populations de rorqual, la perte d'habitat due à un grand trafic maritime qui caractérise les sanctuaires, et les maladies. Donc, je l'ai dit, je serai très brève. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que l'accord
fait et comment il est organisé afin de réduire ces menaces, afin que ces menaces soient réduites pour les espèces que nous avons vues tout à l'heure. Donc l'accord Pelagos, c'est un accord international, comme nous l'avons dit. Il opère à travers cette pyramide. Donc il existe des groupes de travail composés par des experts. Ces experts travaillent sur des thématiques identifiées et font des propositions au comité scientifique et technique, l'organisme scientifique et technique de l'accord. Les comités élaborent les propositions, les analysent et il rédige, il fournit des recommandations à la réunion des parties. La réunion des parties est l'organisme politique et décisionnel de l'accord qui analyse à son tour les recommandations et qui les transforme en résolution. Donc l'accord Pelagos agit selon une approche collaborative et au sein de l'accord, très important est le rôle de partenaires et des observateurs qui travaillent sur les terrains et avec lesquels nous avons bien sûr des collaborations et des contacts dans les quotidiens de notre travail et que dans les instances internationales de l'accord ont un rôle, un avis consultatif et les secrétariats permanents, c'est-à-dire l'organisme pour lequel je travaille, qui a le rôle de coordonner les activités tripartites des trois pays, les trois activités tripartites mises en place et soutenir les parties, donc les États membres, et également de faciliter les relations entre les trois États membres. Au niveau national, donc il existe des activités qui sont développées à l'international et elles sont soutenues, mises en place, développées davantage, des activités qui peuvent inspirer les activités à l'international. C'est là le cas de la partie française qui a notamment développé, là je pourrais dire des moyens de communication qui par la suite ont été repris à l'international, notamment les sites internet. Donc au niveau national, la France par exemple a une équipe d'animation du sanctuaire Pelagos au sein du parc de Porquerolles. Et au niveau de Monaco et de l'Italie, nos références sont les points focaux nationaux. Et pour l'Italie, il y a également un comité de pilotage qui opère au niveau national. Et je souhaiterais aussi rappeler que la mise en place des activités décidées à l'international est bien sûr des compétences nationales. Les trois pays sont les gestionnaires et les administrateurs de cette grande zone spéciale de protection de mammifères marins. Et je vais terminer avec les rôles des municipalités, parce que la caractéristique et l'originalité de l'accord Pelagos est fournie et donnée par le fait que ça soit un accord international qui a bien sûr une approche nationale très développée, mais également une approche locale et territoriale très développée, un ancrage très important sur les territoires. Donc, j'ai fait référence tout à l'heure à l'adhésion à la charte de partenariat Pelagos de la ville de Nice. Et les activités des communes, ce sont des activités très importantes parce que sur une base volontaire, les municipalités qui bordent l'aire du sanctuaire Pelagos peuvent mettre en place des activités de sensibilisation, des activités de formation. Elles peuvent s'engager davantage sur les objectifs de l'accord. Donc, elles multiplient les activités et leur action est très importante et nous les remercions et nous ne les remercions jamais pas assez pour ce qu'ils font. Voilà. Ça a été très bref. Je ne sais pas si vous avez des questions. N'hésitez pas.
Merci beaucoup. Merci à tous.